On n'a pas à défendre Molière, on n'a pas à le sauver. Il n'y a qu'à entrer dans ce qu'il vous donne. Et alors, ici, je cite un mot du peintre Braque que je trouve magnifique. Braque parle d'un artisan qui a fait une table. Mais il l'a faite avec ses mains. Ce n'est pas une table qui sort d'une usine. Ce ne sont pas des bois sciés à la scie mécanique ajustés par je ne sais quel procédé. C'est simplement un ouvrier du bois, un ébéniste, qui a fait une belle table. Il a bien poli le bois est de belle qualité, il a séché pendant des années dans la forêt, les pieds sont bien tournés, la forme est jolie. Et quand Braque passe la main sur cette table, il la caresse, et il dit en caressant cette table, je cherche la main de l'homme qui l'a faite. Je trouve ça très beau. Eh bien, quand on joue Molière, la première chose pour un comédien, on sent cette main qui se tend vers vous, cette main qui est pleine, cette main qui est riche, et on a envie de prendre cette main et de l'aimer. Déjà sur l'enfant Molière, qui s'appelle encore Jean-Baptiste Poquelin, on ne peut se pencher qu'avec tendresse, en s'effrayant de sa solitude. À 10 ans, il a perdu son grand-père Poquelin, 2 de ses 6 frères et sœurs, et sa jeune maman, âgée de 31 ans. À côté d'un père qui semble dur et indifférent, il lui reste le grand-papa Cressé, qui, dit-on, l'emmène au Pont-Neuf rire au spectacle des battleurs. C'est son quartier. Il est né rue Saint-Honoré et a été baptisé le 15 janvier 1622, tout près des Halles d'aujourd'hui, à l'église Saint-Eustache. On l'a souvent imaginé, rêvant au bord du fleuve, s'arrêtant au tréteau de Tabarin, qui jouait ses farces sur le Pont-Neuf pour y faire vendre des onguents et des pilules. Sans doute fréquenta-t-il très tôt le fameux théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, rue Française, à 2 pas de Saint-Eustache. Et aussi l'immense foire Saint-Germain, où les marchands d'Orvietan engageaient les troupes de comédiens italiens. Quelques-uns des acteurs français de l'Hôtel de Bourgogne, le célèbre Gros Guillaume, Bruscambille, Guillot Gorju, avaient débuté à leur école, et Molière lui-même devait suivre un moment les leçons de Scaramouche. Il entendit alors certainement parler du célèbre Beltrame, qui imagina, dit-on, le personnage de valet intelligent et fourbe auquel il donna le nom de Scapin. Ces comédiens italiens, ignorant le français, jouaient par geste. Et Marcel Marceau, le célèbre mime, ou Raymond DeVos, formés au cabaret, se disent encore leurs héritiers. Mais ce que je retiens dans Scapin, en dehors de la dextérité corporelle qui consiste à être un véritable athlète, au fond, un acrobate, il y a l'aspect, toute en attitude, toute italienne du personnage, n'est-ce pas, qui ment. Et qui, d'autre côté, a une santé éclatante qui déborde, n'est-ce pas? Alors c'est le personnage le plus sain du théâtre, presque. C'est la liberté totale, n'est-ce pas? Et il y a le côté aussi où Scapin, les apartés qui sont merveilleux, qui viennent de la comédie italienne, et qu'on peut utiliser, et qu'on utilise au cirque, et qu'on peut utiliser dans la pantomime. On peut très bien voir un personnage qui fait... Ou le personnage qui serait amoureux et qui tricherait, qui ferait par exemple... Ce serait là l'aparté, oui, n'est-ce pas? Et c'est cet aparté qui est merveilleux et que j'aime dans Scapin, quoi. Ou le personnage qui est... tenez, Scapin m'a aidé pour faire David et Goliath, par exemple. Quand je passe de Goliath à David, eh bien, Scapin est tout, n'est-ce pas? Il est un personnage énorme quand il fait le spadassin. Et quand il est suppliant, enfin, c'est un rôle idéal, c'est un rôle merveilleux. Je me suis trouvé à faire du cabaret
Je me suis donc trouvé à jouer sur un petit tréteau devant un public difficile, un public agité, le public de cabaret qui boit, qui bavarde, etc. Il faut donc attirer l'attention. C'est-à-dire que j'ai trouvé des conditions équivalentes à celles que devaient trouver les farceurs du Pont-Neuf. Et j'ai été séduit et pris par ça. Ce qui est extraordinaire chez Molière, c'est que Molière a eu cette formation de battleur et il l'a gardé toute sa vie. Dès qu'il y avait le moindre danger, quelque chose qui ne marchait pas bien, il remettait de la farce, c'est-à-dire cette espèce de jeu puissant et initial, enfin. Le quartier des farceurs et de l'hôtel de Bourgogne touchait à celui du Temple et du théâtre du Marais, où l'on venait de créer le Cid. Les jeunes gens des deux côtés du faubourg Saint-Denis se rencontraient devant les bonimenteurs et nouaient des camaraderies. Ils assistaient ensemble à la passionnante naissance de la tragédie, assuraient le triomphe de la Marianne de Tristan l'Hermite et des chefs-d'œuvre de Corneille, le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, la mort de Pompée. La farce les amusait, mais la tragédie les fascinait. Une rencontre décisive avec la sœur d'un camarade, Madeleine Béjart, va arracher le fils du tapissier Poquelin à ses études en droit et l'enchaîner au théâtre. Madeleine avait déjà sa troupe. Molière s'y intègre pour y jouer les héros de tragédie, bien entendu. Il jouera Jules César, de la mort de Pompée. Béatrice Dussane? D'abord, il faut que nous nous rendions compte d'une chose, c'est que quand on propose à un acteur de maintenant de jouer des comiques, on peut lui proposer de jouer Molière, tandis que quand Molière, qu'est-ce qu'il avait à se mettre sous la dent pour jouer des choses comiques? Rien tant qu'il ne les avait pas écrites. Et il y avait tout de même déjà Corneille. C'était une bien grande tentation. Il n'y avait rien dans le répertoire comique qui valut... le Cid ou Marianne, évidemment. Alors, on comprend très bien qu'il se soit obstiné. Puis, il y avait une ardeur, une profondeur dans son tempérament. Il n'en a jamais guéri. On ne s'en console pas, on vit avec, bon, ça va bien, mais parce qu'on est raisonnable, mais on en garde toujours la nostalgie, c'est certain. Jean Dasté? Alors là, moi, je rapproche ça tout simplement de beaucoup de cas de comédiens. Il y a beaucoup de comédiens qui ne sont pas conscients de leurs possibilités. Et il est très fréquent, en effet, de voir des comédiens vouloir jouer la tragédie parce que, instinctivement, la tragédie a quelque chose de plus noble et le comique a quelque chose de plus facile et on a du mal à accepter d'être ridicule et de faire rire quand on se place sur un certain plan, sur le plan d'une certaine noblesse. Je ne sais pas si c'était le cas pour Molière, mais ça, c'est une chose qui ne m'a jamais étonné. On imagine très bien, dans sa jeunesse, le goût de Molière pour la tragédie et pour toute la noblesse de la tragédie. Il avait peut-être au petit ce côté un peu simplet des comédiens qui veulent jouer les beaux et grands personnages quand il était jeune. Et puis il y a une autre histoire, c'est que très certainement Molière, je crois, dans les débuts de Molière, il y avait une vocation théâtrale absolument éclatante, incontestable, mais que cette vocation s'est peut-être est apparue pour la première fois par l'attirance d'une belle comédienne, de Madeleine et de toute sa famille. Alors, pour le petit Molière, jouer, être acteur, qu'est-ce que ça a été d'abord? Tout à fait d'abord. Ça a peut-être été jouer la comédie comme Madeleine Béjart, avec Madeleine Béjart. Et alors, il fallait jouer les partenaires de Madeleine Béjart. Il fallait donc jouer la tragédie, il fallait jouer ce que Madeleine Béjart jouait, ce qui était le plus beau et le plus exaltant. Mais on ne joue pas seulement pour les beaux yeux de sa maîtresse. La troupe de l'illustre théâtre connaît des déboires. Molière est jeté en prison pour dette au Châtelet. Comme tant d'autres, il va falloir quitter Paris et suivre en province la vie aventureuse et périlleuse des troupes ambulantes. Tu as connu ça, toi aussi, Jean Dasté? Il faut bien penser qu'à ce moment-là, les comédiens étaient excommuniés et que les comédiens et les troupes devaient vivre plus ou moins hors de la société. Ça me fait penser à notre expérience dans le cirque. Pendant 2 saisons, nous avons joué sous un chapiteau
Et nous avons d'ailleurs joué le bourgeois gentilhomme sous un chapiteau. C'est un chapiteau que nous louions à des forains traditionnels, des familles foraines, et nous nous transportions d'ailleurs avec les roulottes, les animaux, les acrobates, et qui le soir faisaient entrer les gens, et qui pliaient la toile après la représentation, et qui s'installaient là où nous leur indiquions. Eh bien, nous avons remarqué que les forains sont forcément, par le fait de leur vie itinérante d'une part, d'autre part par leur vie même, les gens, la société, les gens qui ont une vie normale se méfient d'eux, ils se sentent toujours un petit peu à l'écart. Aujourd'hui, que le métier de comédien est devenu une chose normale, on n'a pas du tout idée de ce que ça devait être et de la façon dont il devait se sentir un peu hors de la société et un peu hors la loi. Or, ça a dû certainement contribuer à donner à Molière cette espèce d'inquiétude et cette espèce de défense et cette exigence en même temps pour les comédiens par le fait la nécessité d'une vie un peu resserrée autour de son travail et resserrée autour de sa troupe. Parce que n'ayant pas, sauf à la fin de sa vie, nous savons qu'il avait une vie plus ou moins bourgeoise à la fin de sa vie, mais pendant très longtemps, pendant toutes ces 15 années qu'il a tourné dans les campagnes dont on ne sait pas grand-chose, il est certain qu'il avait été préparé, qu'il avait été habitué à une vie plus ou moins comparable à celle des forains des cirques actuellement et des petits cirques, parce que les grands cirques maintenant, c'est un grand luxe, mais les petits cirques, comme ceux que nous avons connus, une vie plus ou moins hors de la société et sentant toujours la méfiance des gens autour d'eux. Les comédiens sont des gens à part, sont des gens sans morale, sont des gens excommuniés, sont des gens plus ou moins hors la loi. Il a vécu ça, certainement, pendant une grande partie de sa vie. Errant ainsi pendant 8 ans à travers la France, tentant de vendre ses spectacles de ville en ville et cherchant des protecteurs, Molière arrive en 1653 dans le Languedoc, à Pézenas, où il a fait venir le puissant prince de Conti. Jean Meyer. Le prince de Conti, comme vous le savez, était le frère du grand Condé. Il avait œuvré contre le roi au moment de la Fronde, en 1648. Il avait été arrêté, emprisonné, puis libéré, sa paix faite avec la cour, puis nommé gouverneur du Languedoc et vice-roi de Catalogne. Il arrive en 1653 dans ses États, il s'établit au château de la Grange, près de Pézenas, et là, il éprouve le besoin de s'attacher à une troupe de comédiens. Il entend parler de la troupe de Molière, de ce fameux illustre théâtre qui, depuis 8 ans, courait la campagne, n'est-ce pas? Et il décide de se l'attacher. Il envoie l'abbé de Connac, qui était son premier gentilhomme, son aumônier, quérir Molière. Connac fait venir Molière au château de la Grange. Le prince de Conti vivait alors au château avec sa maîtresse, Madame de Calvimont, qui était la femme d'un conseiller au Parlement de Bordeaux. Il vivait dans une débauche absolument incroyable. Et on cite même le jour où les évêques de Béziers, d'Alès et de Saint-Pont étaient venus pour le complimenter. Conti les avait reçus dans le vestibule en s'excusant de ne pouvoir les faire entrer dans sa chambre, qui, leur a-t-il dit, était dans un extrême désordre à cause de la comédie. Il vivait dans une débauche quotidienne, les abominations succédaient aux abominations, il pillait, il violait, il brûlait les campagnes autour de lui, n'est-ce pas? C'était un homme abominable, un grand seigneur, méchant homme est une terrible chose, dira Molière quand il fera son portrait sous les traits de Don Juan, reprenant ainsi à son compte une phrase fameuse du cardinal de Retz qui disait, en parlant de Conti, « La méchanceté inondait toutes ces autres qualités qui n'étaient d'ailleurs que médiocres ». Quoi qu'il en soit, voici Molière installé au château de la Grange. Il y joue fort peu pour Conti. Pourquoi? D'abord parce que Conti était reparti pour Paris. Et pendant une année, de 53 à 54, Molière restera là, dans une vie au fond très agréable, sous un climat, sous un ciel très doux, jouant fort peu de temps en temps dans les environs, mais passant surtout de longues journées, de longues soirées au château de la Grange à bavarder avec Connac, de 7 ans son cadet, homme subtil, intelligent, peu scrupuleux.
Et ces deux hommes se lieront d'une amitié qui durera, et nous allons voir comment. De quoi parlaient ces deux jeunes gens? De qui parlaient-ils plus exactement? De Conti. Puisqu'il paraît que Connac n'aimait pas le théâtre. Hein. Mais s'il n'aimait pas le théâtre, il aimait la politique, et c'est lui qui va entraîner très rapidement Molière dans une vie politique intense et que, je crois, on connaît fort peu. En 1954, Conti revient et il fait nommer Connac évêque de Valence. On était évêque à 27 ans. Il faut, je crois, pour clarifier notre propos, expliquer ce que vous savez certainement sans doute, qu'à cette époque-là, d'abord tout le monde était chrétien, mais qu'il y avait dans la chrétienté en France 4 grands partis qui étaient les jésuites, les jansénistes, les protestants et, ce qui peut paraître paradoxal, les athées qu'on appelait des libertins. Ils étaient chrétiens, mais ils étaient athées, et l'abbé de Connac était prêtre, était même évêque, mais c'était un libertin et un des chefs des libertins, des chefs des athées. Il est donc nommé évêque à Valence. Molière perd là momentanément un de ses premiers soutiens. 2 ans après, le prince de Conti se convertit subitement, à la suite d'une maladie, aussi à la suite d'une visite que lui avait rendue Nicolas Pavillon, évêque d'Alette, et qui était un évêque janséniste, un des 4 qui avait refusé de signer le fameux formulaire. Conti passe brusquement de l'extrême dissolution à l'extrême austérité. Il chasse sa maîtresse, il va se jeter aux genoux du mari, M. de Calvimont, Molière s'en souviendra plus tard au moment de Tartuffe, et il chasse aussi ses comédiens. Molière reprend à ce moment-là donc une vie errante pendant 2 ans encore. En 1658, il se trouve à Lyon, et dans un état de dénuement assez grand. C'est à ce moment-là, je crois, que Molière entre dans la vie politique. Pourquoi? Parce que Molière n'a pas été indigné d'être chassé par le prince de Conti. Le prince de Conti en avait absolument le droit, il l'avait engagé, il pouvait résilier son contrat, mais il le chasse d'une façon indigne. Il le chasse sans lui payer ses dettes. Molière sera obligé de faire intervenir la justice pour obtenir satisfaction auprès du prince. Il n'obtiendra d'ailleurs jamais complètement satisfaction. Libertin, qui était un des chefs justement du parti athée, devient, à la suite de sa conversion par un évêque janséniste, un des chefs du jésuitisme. Et tout ça, sous le couvert de la religion, il commet, comme je vous l'ai dit, les pires abominations. C'est une révolte profonde chez Molière que cette hypocrisie, n'est-ce pas? Et c'est cette hypocrisie d'ailleurs qu'il châtira par 2 fois si durement dans Tartuffe et dans Don Juan. Mais Molière se trouve dans un dénuement total à Lyon, et là, des amis, dira plus tard Lagrange, lui conseillent de s'approcher de Paris. Quels amis? Eh bien, c'est là que nous retrouvons Connac, parce que près de Lyon se trouve Valence, et Molière va trouver Connac à Valence, et il apprend de la bouche de Connac que Connac vient d'être nommé, ou plutôt vient d'acheter la charge de premier aumônier de monsieur, frère unique du roi Louis XIV. Et c'est sous la recommandation, avec la recommandation de Connac, que Molière monte à Paris, comme on dit encore, et qu'il devient le comédien de monsieur, la troupe de Molière devient la troupe de monsieur, frère du roi, et en quelques mois, elle s'établit à Paris, et en octobre 58, elle paraît pour la première fois devant le roi Louis XIV, devant Mazarin et devant la reine-mère, et c'est cette fameuse soirée, n'est-ce pas, au Louvre, où Molière joue Nicomède et le docteur amoureux, soirée qui décidera de sa vie et de sa carrière. Mais avant de quitter tout à fait Pézenas, n'oublions pas que si la carrière de Molière comme chef de troupe a été en somme décidée là-bas, c'est à Pézenas également, dans l'hôtel d'Alphonse, qu'il a joué Le Dépit amoureux, sa seconde pièce après L'Étourdi. Et moi, je ne veux plus m'embarrasser de femmes. À toutes, je renonce. Et crois, en bonne foi, que vous feriez fort bien de faire comme moi. Car, voyez-vous, la femme est, comme on dit mon maître, un certain animal difficile à connaître, et de qui la nature est fort encline au mal. Et comme un animal est toujours animal, et jamais ne sera qu'animal quand sa vie durerait 100 000 ans, aussi sans répartie, la femme est toujours femme, et jamais ne sera que femme, tant qu'entier le monde durera. Jean d'Asté. Molière a commencé à écrire à 38 ans, je crois. Il était chef de troupe, il a commencé comme amateur, il parcourait la France, en particulier le midi de la France, puis il y a eu un moment
où il a eu besoin d'écrire. Il fallait qu'il écrive, non seulement parce qu'il portait ça en lui, mais parce que c'était une nécessité. C'est cette espèce d'union entre un besoin intérieur et la nécessité qui fait, enfin c'est cette rencontre que trouve le comédien. On sent très bien, par exemple, dans les premières pièces de Molière en particulier, que Molière écrivait pour des comédiens, pour un public, selon une certaine tradition, et véritablement pas du tout comme un écrivain qui écrit dans son bureau, mais comme un homme de métier, comme un homme de théâtre. Les comédiens sentent toujours en Molière l'homme de théâtre et l'acteur, aussi bien dans la façon dont il écrit que dans ses inventions. Raymond DeVos. Pendant 12 ou 15 ans, je ne sais pas, il est allé se frotter à tous les publics dans la France entière. Je vous assure qu'il a dû se former terriblement. Il devait savoir exactement ce qui portait et ce qui ne portait pas. Il devait savoir que si si on étalait trop une phrase, elle risquait de s'affaiblir et de ne plus porter. Il devait savoir qu'il fallait que ce soit percutant, etc. Enfin. Et en même temps, il avait quelque chose à dire parce que c'était un grand type. Et qu'il avait quelque chose à dire. Mais c'est pour le théâtre qu'il a toujours écrit. Il n'a jamais écrit autrement que pour le théâtre. C'est au service de son public et de ses comédiens qu'il a toujours écrit. La vie de Molière et la façon dont il a écrit certaines pièces en répétées, écrites, montées en 15 jours, par exemple, c'est extraordinaire. C'est sur des commandes. C'est sur la commande du roi, sur des nécessités qu'il écrivait. Ça a toujours été en fonction et selon des besoins vitaux qu'il a travaillé et qu'il a écrit. Mais comme c'était un homme de génie, son œuvre est extraordinaire quand même. Mais à la base, c'était un homme de métier, c'était un comédien. Et c'est pourquoi les comédiens aiment Molière. Pierre Dux. Ce qu'il était comme comédien, on s'en fait une idée parce que nous avons appris qu'il faisait beaucoup de mimiques, beaucoup de grimaces dans les premiers temps, qu'il était fort plaisant, qu'il amusait beaucoup. Nous savons que son premier succès, son premier grand succès en présence du roi, après qu'il eut joué la tragédie, ça a été dans Le Docteur Amoureux, puisque malheureusement nous n'avons pas, et dans laquelle il était, paraît-il, fort comique. C'était donc l'acteur comique qui domine en lui. Quand il a joué encore l'École des femmes, on croit savoir qu'il se livrait à des tas de plaisanteries et de lazzi fort plaisants, mais qui était d'un acteur qui avait eu l'école de Scaramouche et des Italiens. Il semble bien que quand il a abordé le misanthrope, il ait voulu un peu changer sa méthode. Et il y a cet exemple de la moustache qu'il a coupée, cette espèce de grosse moustache tombante à la Scaramouche qu'il avait. Il l'a coupée. Peut-être pour se donner au visage un air plus noble, plus différent de ses rôles précédents. Peut-être aussi pour se rajeunir un peu, parce que quand il a joué l'École des femmes, où il jouait un barbon, il avait 40 ans, et quand il a joué le misanthrope, 4 ans plus tard, il en avait 44, ce qui était peut-être un peu trop pour Alceste, à son idée. Donc, comme comédien, on n'a pas beaucoup de renseignements sur lui, mais on se fait de lui, de l'homme qu'il était, une idée par alors un certain nombre de renseignements qu'on a sur lui et puis ce qui émane de ses pièces. Et naturellement, c'est dans les rôles qu'il a joué lui-même, Arnolphe de l'École des femmes, Orgon de Tartuffe, Alceste du Misanthrope, Argan du Malade imaginaire et tous les Sganarelle, parmi lesquels le plus impressionnant est celui de Don Juan. C'est dans ces rôles qu'on est le plus tenté de découvrir Molière à travers son personnage. Les comédiens qui interprètent eux-mêmes ces rôles aujourd'hui savent combien il est troublant de redire après lui, avec les mêmes gestes, les mêmes intonations, les mêmes réactions du public, les paroles mêmes qu'il a écrites et prononcées comme en son propre nom. Mais c'est dans l'École des femmes qu'on veut surtout découvrir Molière, parce que l'histoire de ce barbon qui a élevé jalousement sa petite pupille Agnès pour mieux l'épouser sans risque, ressemblait trop à celle du récent mariage de Molière lui-même avec Armande, la toute jeune sœur ou la fille de son amie Madeleine Béjart. On peut donc penser que l'école, c'est une confidence assez bouleversante sur la vie personnelle de Molière. C'est bien votre avis, Georges Neveu?
Il a en effet traité sa vie personnelle à l'envers, si on peut dire. Et il a montré ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Il a dit à Armande qu'il venait d'épouser, car son mariage date de la même année, il dit à Armande qu'il vient d'épouser, regarde comment j'aurais pu faire. J'aurais pu me conduire avec toi, que j'ai connue toute petite, que j'ai élevée. J'aurais pu me conduire avec toi comme cet imbécile d'Arnolphe qui enferme sa pupille pour la préserver du dehors et la garder pour lui tout seul. Eh bien, je n'ai pas fait comme ça. Je t'ai accepté dans ma troupe. Dès l'âge de 10 ans, tu as joué la comédie avec mes comédiens. Tu as suivi la troupe avec tout ce que ça peut comporter de libertinage autour de toi, de liberté de mœurs. Je t'ai laissé regarder et vivre tout ça, en échange de quoi tu ne me tromperas pas, tu ne feras pas comme Agnès, puisque je n'ai pas fait comme Arnolphe. C'est une pièce qui exorcise son mariage, exorcise de tous les dangers de tromperie. Tu ne me tromperas pas puisque je n'ai pas été Arnolphe. Béatrice Dussin. Je ne crois pas que l'amour pour Armande ait été un accident. Je crois que Molière était un être rayonnant, généreux et qui avait besoin d'aimer. Alors je me rappelle mon éblouissement quand j'avais trouvé cette première phrase, car c'est la première phrase, je crois, de la Confidence. J'étais né avec les dernières dispositions à la tendresse. C'était son destin, il avait vécu une première partie de sa vie, il avait 38 ans, il arrivait à la maîtrise, il avait une pente vers la jeunesse extraordinaire. Puis quoi, elle était délicieuse et n'importe qui, personne n'y aurait résisté probablement. Puis elle était là et puis parce que c'était elle, parce que c'était lui, parce que la raison ne règle pas l'amour, etc. Et c'était encore une fois son destin. Ça a été un grand malheur peut-être, ou un grand bonheur, on ne sait pas. Il n'aurait peut-être pas écrit ce qu'il a écrit s'il n'avait pas eu cet être-là près de lui. Que voulez-vous? Non. Non, quand on aime beaucoup Molière, alors on a envie de quereller Armande de ne pas s'être rendu compte, enfin. J'ai l'impression qu'elle l'a fait enrager, sottement, bêtement, qu'elle l'a taquiné. qu'elle était contente de le mettre en colère. Ouais, c'était peut-être très dur aussi pour elle d'avoir Molière comme mari. Je le crois. Je le crois, c'était très lourd. Il n'était plus jeune, il n'était pas tellement bien portant, il était fatigué, et elle aimait s'amuser. Il est né jaloux, et comme tous les jaloux, il a cherché une femme qui, par nature, devait exciter sa jalousie. Les jaloux cherchent des femmes qui les rendront et les tromperont. C'est une loi de la nature. Eh bien, il a choisi cet instinct secret qui dirige les jaloux vers les femmes qui les trompent, a dirigé Molière vers Armande. Mais il y avait une deuxième raison de souffrir, et plus grave, c'est l'origine d'Armande. Tout le monde sait qu'Armande était la fille de sa première maîtresse, Madeleine Béjart. Molière était devenu l'amant de Madeleine Béjart l'année où Madeleine Béjart quittait son protecteur, le comte de Modène. Il y a donc eu une année pendant laquelle elle était encore un peu avec le comte de Modène et déjà avec le jeune Molière âgé de 20 ans et de 4 ans plus jeune qu'elle. C'est à la fin de cette année-là qu'Armande est venue au monde. Est-elle la fille de Molière? Je ne crois pas. Je ne crois pas en tout cas que Molière ait pu croire épouser sa fille. Mais, en tout cas, il y a doute. Et surtout, il y a accusation. Or, un homme qui toute sa vie, sans peser sur lui de la part de ses contemporains, un doute, une accusation aussi grave, en souffre. Et cette souffrance se traduit dans son comportement. Un accusé, même innocent, finit par être marqué par l'accusation. Et Molière, accusateur de ses contemporains, se révèle peu à peu comme un homme accusé par ses contemporains. Ces accusations sont souvent des reprises d'un homme qui se sent accusé à tort ou à raison, mais qui souffre de cette accusation. Il y a donc un conflit personnel entre le monde extérieur et lui-même, avec un secret qu'il est obligé de garder, et qui le marque, qui le marquera, qui lui donnera cette tristesse, qui donnera ses arrière-plans à ses œuvres, qui donnera ce mystère à sa vie. Ce mariage et cette pièce sont, à mon sens, la clé de tout ce qui arrivera dans la vie de Molière et de tout ce qu'il écrira. C'est à cause de l'école des femmes qu'il aura des attaques violentes sur sa vie privée, auxquelles il répondra dans l'impromptu en disant qu'on peut l'attaquer sur son métier de comédien, sur son métier d'auteur, mais qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. C'est très vague, mais c'est tout de même la phrase d'un homme blessé. En effet, dans l'impromptu de Versailles, Molière se met en scène directement, sans masque, pour répondre en son propre nom à ses ennemis.
avec un mélange d'ironie et de gravité. Vous avez joué ce rôle, Pierre Dux. On ressent un profond honneur à être amené à interpréter sur la scène le Molière lui-même, à entrer dans sa peau en pensant que quand il a joué le rôle, il était lui-même et que, mon Dieu, on entre dans sa peau d'homme vivant à ce moment-là. C'est très impressionnant. Et puis, c'est un Molière merveilleux pour un homme de théâtre. C'est Molière homme de troupe, c'est Molière metteur en scène, parlant à ses comédiens, un langage pas très différent de celui qu'un directeur de troupe parle en ce moment à ses comédiens quand il les dirige, sur tous les plans, sur le plan de l'homme, sur le plan de l'homme de métier, du comédien, du metteur en scène. C'est une des interprétations les plus émouvantes qu'on puisse connaître. Oui, c'est plus une interprétation émouvante qu'un beau rôle, c'est à peine un rôle. C'est à peine un rôle, mais c'est tout de même à cause de tout ça un très beau rôle, parce que il s'exprime encore avec une vérité, une force. On sent encore une fois l'homme souffrant, puisque c'est tout de même une réponse d'un Molière vivement attaqué, et attaqué dans ce qu'il avait de plus intime, puisqu'il répondait à ce moment-là à des calomnies qu'on répandait sur lui, sur son ménage, sur sa femme, et il y répondait avec vigueur, publiquement, entouré de ses comédiens qu'il soutenait. C'est un passage héroïque. Je vois le grand œil de Molière, je lis l'impromptu de Versailles, je lis un petit peu sa vie, je vois ses rapports avec les comédiens, et tous les chefs de troupe sont touchés par la façon dont il parle des comédiens et des difficultés qu'il peut avoir avec les comédiens, dont il dit ce sont des animaux impossibles. Je suis comédien et je m'attaque aussi bien en disant ça. Mais enfin, la difficulté d'un chef de troupe avec ses comédiens, d'un chef de troupe qui en même temps a ses propres problèmes, ses problèmes passionnels, son caractère. Il est irrité par certaines choses. Et on sent toujours dans Molière cette espèce de problème de l'homme, du comédien et du chef de troupe. Alors, on le sent à travers, naturellement, quand il l'exprime comme dans l'impromptu de Versailles, mais on le sent aussi à travers toutes ces pièces. C'est l'homme de théâtre qui répond d'une part aux gens du monde et d'autre part aux comédiens. Mais l'homme, dans sa vie profonde, est atteint plus dangereusement. La compagnie du Saint-Sacrement est scandalisée par le sermon que Arnolphe fait à Agnès dans l'école des femmes. Arnolphe donne des leçons de conduite à sa femme sous la forme d'un sermon comique, de parodie d'un sermon religieux sur la scène, avec les 10 commandements transposés d'une façon comique. La compagnie du Saint-Sacrement est scandalisée, et 2 jeunes auteurs de 20 ans qui débutent, Boursault d'une part, Donneau de Visé de l'autre, la jeune vague de l'époque, décident de démolir l'auteur arrivé qui est devenu Molière, et chacun d'eux écrit une pièce en un acte pour attaquer Molière sur ce sujet, sur le sujet de l'impiété de Molière. La pièce de Boursault s'appelle Le portrait du peintre, la pièce de Donneau de Visé s'appelle J'ai oublié comment, mais toutes les deux attaquent Molière sur un troisième point, qui n'est ni son métier d'auteur ni son métier de comédien, mais son attitude vis-à-vis de la religion. Vous êtes un imposteur. Ah, dit Molière, on me dit que je me moque de la religion. Eh bien, c'est vous qui êtes des imposteurs. Et après avoir répondu aux gens du monde par la critique de l'école des femmes, aux comédiens rivaux par l'impromptu de Versailles, il va répondre à ceux qui l'attaquent sur le terrain religieux par Tartuffe. Tartuffe, c'est une riposte après l'école des femmes. Chacune de ces grandes pièces est d'ailleurs une riposte après des attaques concernant la précédente. Il a passé son temps, comme un duelliste, à recevoir des attaques après chaque pièce et à riposter par une pièce nouvelle. Quand on ne lui interdit pas de les jouer comme on l'a fait à plusieurs reprises pour Tartuffe. Mais dans Tartuffe, il y a un autre problème. Car ici, Molière joue Orgon, personnage sympathique de père trop confiant et aveuglé par sa dévotion, mais qui n'est pas le personnage principal. Celui qui retient toute l'attention, c'est évidemment Tartuffe, l'imposteur, qui s'introduit dans la famille d'Orgon, force son amitié et en profite pour tenter de lui voler sa femme Elmire et sa fortune. À qui des deux assimiler Molière, Jean d'Asté? Au fond, cet Orgon est assez ridicule. Ouais.
et que Tartuffe, pauvre bougre, se soit dit « je vais extirper de l'argent de cette famille », ça n'est pas très honnête, mais ça n'est pas non plus tellement antipathique. Mais enfin, on a quand même l'impression que Tartuffe est vu de l'extérieur, est un des rares personnages de Molière qui soit vu de l'extérieur. Il y a un moment où Tartuffe devient Molière. C'est la scène où Tartuffe fait une déclaration à Elmire. Ce Tartuffe que Molière nous a montré abominable, qu'il déteste lui-même franchement, brusquement, à ce moment-là, Molière se met à le parasiter, à prendre ce parti pour lui et à être ému devant Elmire. N'oublions pas que la situation de Tartuffe par rapport à la famille Orgon était pareille à peu près à celle de Molière par rapport à la famille Béjart. Tartuffe veut épouser la fille et coucher avec la mère, ou la belle-mère, si vous voulez. Eh bien, c'est exactement ce qui s'était passé une vingtaine d'années plus tôt, ou une dizaine d'années plus tôt, lorsque Molière était encore l'amant de Madeleine Béjart et qu'il avait envie d'épouser Armande. Tartuffe se trouve donc dans la situation où Molière se trouvait, et cette scène qui reproduit cette situation devient brusquement émouvante. Jouvet, quand il l'a jouée, en a fait une vraie scène romantique. Il a joué là Tartuffe comme il aurait joué Chatterton. Il a exagéré, mais il y a de la vérité. À ce moment-là, Tartuffe n'est plus abominable, il y a des accents humains, il a des accents qui nous touchent. Je ne crois pas que Molière ait tellement eu conscience de ce passage du personnage à lui-même. Ça se passait la nuit, pendant qu'il écrivait brusquement, des souvenirs lui remontaient probablement à la tête, des paroles anciennes lui revenaient à la bouche, et il ne se rendait pas compte que ce n'était plus tout à fait le personnage, mais lui-même avec ses émotions anciennes, car quand on invente, quand on crée, le temps est aboli. On parle la langue de son enfant, de sa jeunesse et d'aujourd'hui indifféremment. Il n'y a pas de distance intérieure. Il y a brusquement à ce moment-là un univers unique, un temps unique qui est le temps de l'écrivain. Eh bien, Molière écrivant la scène de Tartuffe avec Elmire a peut-être eu des échos, des reflets brusquement de sa jeunesse et de ses rapports avec Armande et Madeleine. C'est possible, on ne peut pas tout de même, ce n'est pas le prouver, c'est une impression que j'ai, elle vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, Tartuffe, on sent que c'est une pièce et que le personnage a été remanié. Il n'est pas tout d'un bloc, Tartuffe. Mon avis sur Tartuffe, c'est que je crois que Jouvet avait raison d'en faire un être séduisant. Ouais. Enfin, moi, personnellement, si je remontais Tartuffe, je n'en ferais pas un être repoussant dans son aspect. Je crois au contraire que c'est un être qui avait beaucoup de séduction. Et c'est un personnage extrêmement riche. Imaginez un Tartuffe au milieu de statues ou de nus, de peintres, de peintures représentant des nus ou des statues, et ayant son chapelet. On peut également imaginer un Tartuffe très gourmand. On peut imaginer ce qu'on veut. Bien sûr, mais je vous fais remarquer que nous parlons toujours de Tartuffe et non d'Orgon. En sera-t-il de même avec Don Juan? Là encore, Molière n'a pas joué le rôle principal, mais celui du valet, Sganarelle, que Fernand Ledoux connaît bien pour nous en avoir laissé une image inoubliable. Eh bien, Sganarelle n'est pas un personnage bien rayonnant, et on est assez gêné d'imaginer chez Molière cette sorte de lâcheté. Ben non, je crois que si j'aime Sganarelle et si je me sens même dans sa lâcheté, dans sa faiblesse, c'est que j'ai très souvent dans la vie cette lâcheté et cette faiblesse.
Personne n'est parfait. L'héroïsme est un moment de dépassement, mais même le héros, ce que je ne suis pas, peut avoir des moments de lâcheté, des moments de faiblesse et des moments d'inquiétude et de doute. Le comportement de Sganarelle est très juste. Don Juan se hasarde dans des théories et dans des actions qui sont très dangereuses. Sganarelle, j'en reviens à ma paysannerie, elle a 2 pieds sur la terre. Pourquoi aller risquer certaines choses? Pourquoi aller se compromettre? Non, Sganarelle a ce bon sens, il pense peut-être aussi à sa femme, je lui vois même des enfants. Et pourquoi est-ce qu'il irait risquer telle et telle chose, se faire mettre en prison, se mêler à tel complot? C'est une chose tout à fait inutile. Je trouve qu'il y a même dans ce qu'on appelle une certaine lâcheté, une sorte de logique et de goût de la vie. Sganarelle aime la vie, même sa petite vie limitée. Il ne demande peut-être pas de dépassement à la vie. Les êtres qui se dépassent perpétuellement, c'est qu'ils ne sont peut-être pas bien dans une vie logique ou dans une vie quotidienne. Pour moi, le quotidien de la vie de Sganarelle a son charme, et sans faire l'éloge de ce qu'on appelle la lâcheté, eh bien, je crois que tous, à certains moments, quel est l'être qui peut se dire qu'il est dans un parfait état d'audace, de confiance tout le temps? Je ne le crois pas, non. Non, je suis un faible. Alors, ce qui vous intéresse, c'est la vérité humaine du personnage. Non, c'est même sa pauvreté. C'est même sa pauvreté, c'est cette espèce de dépouillement. Le pauvre type, il y a beaucoup d'êtres qui ont cette chose, et qui ne sont pas des forts dans la vie, et qui doivent parfois mentir, qui doivent parfois, je ne dirais pas d'aller jusqu'à la trahison, ça c'est très laid, faire du tort aux autres, mais qui doivent se glisser dans la vie, qui pour arriver à se défendre dans l'existence, sont forcés très souvent de se plier. Ça n'interdit pas du tout qu'ils ont une conception sur les autres. Il y a des êtres qui aiment commander, il y a des êtres qui n'aimeraient peut-être pas obéir, qui font semblant d'obéir comme Sganarelle, mais qui essaient tous les soirs de rentrer chez eux, de trouver leur lit, de trouver leur petite vie quotidienne. Je trouve que dans Sancho Panza, dans Sganarelle, il y a beaucoup de bon sens. Je trouve qu'il y a des êtres qui vivent dans une petite vie étroite. Cette vie n'est peut-être pas peuplée d'aventures, mais tout n'est pas compétition dans la vie. Tout n'est pas match, il ne faut pas toujours... Ce qui est peut-être d'affreux dans la vie actuelle, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Sganarelle ne tient pas à être vaincu, mais il ne tient pas non plus à être vainqueur. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'état de guerre dans Sganarelle. Dans Don Juan, il y a un état de guerre. Comprenez? Sganarelle est un type, non, qui demande sa petite commodité, son petit quotidien. Il ne demande pas grand-chose à la vie, mais il demande qu'on lui fiche la paix. Eh ben, je trouve ça très beau. En somme, Sganarelle, c'est la lassitude de Molière, le désir de respirer un peu tranquillement. Et pourtant, la pièce de Don Juan, c'est aussi un combat, une inquiétude. Jean d'Asté. Et dans Don Juan, on a l'impression que, Molière, pas l'impression, c'est une vérité, Molière ne s'attaque pas seulement au problème humain de l'homme dans la société, de l'homme devant l'amour ou devant les ridicules de son temps. Là, c'est vraiment un problème métaphysique. C'est l'homme devant la mort, devant Dieu. Et il y a des accents extraordinaires. Don Juan représente l'esprit anti-conformiste, il est épris de liberté, et sa chute est d'autant plus dramatique, en dehors des faiblesses et de l'esprit libertin. Ça, c'est une autre analyse, mais j'imagine que pour jouer Don Juan, le mime peut apporter énormément si on comprend que Molière voulait un personnage qui soit grand seigneur, noble et beau, et jamais ridicule. Et pour ne pas être ridicule, il faut savoir marcher. Donc, on imagine que Molière jouant Don Juan, ou un comédien jouant Don Juan, est une espèce de... si vous voulez, je veux vous dire comment je vois la démarche de Don Juan. Oui. Et on imagine, dans Don Juan, même Don Juan amoureux, on ne voit pas libertin, ce n'est pas un valet. Donc il y a dans Don Juan, en dehors des mots, si on devait mimer Don Juan, il y aurait... La séduction vient justement du charme, du rayonnement, de la lenteur. Et d'une espèce de bonté. Don Juan a l'air bon.
On peut en discuter. Ah oui, c'est peut-être paradoxal. Pour moi, une espèce de douceur. N'est-ce pas? Si je devais évoquer le diable, je ne ferais pas. Si je devais évoquer le diable, ce serait... Peut-être que dans les mains, il y aurait quelque chose de terrible. Il y aurait une bonté comme un ange déchu, après tout, hein, le diable. Bon, la part de l'ange, et le diable peut arriver, mais il y a aussi l'ange. Oui. Eh bien, le côté ange et bête, eh bien, dans Don Juan, il y a un côté ange. Certainement. Il séduit. Oui. Et une femme ne veut pas être ridicule. Jamais une femme ne va tomber dans les bras d'un homme qui... C'est que Don Juan a l'air terriblement sincère au moment où il est amoureux. Et qu'il a l'air, qu'il est doux, qu'il est peut-être tendre, qu'il a l'air peut-être bon. Et il change après, parce qu'il se lasse. Voilà, le drame commence après, oui, pas avant. Je sens l'orgueil et le défi, je sens quelque chose de luciférien. Je sens que Don Juan est quelque chose qui se rapproche ou qui pourrait peut-être rejoindre une espèce de théâtre sacré pour moi. Mais je parle, mais c'est pas moi qui vais mettre en scène Don Juan, ce sera Daniel Leveugle. Et tu fais son portrait. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'aux soirs. Tu me surpris et change de couleur à ce discours. Écoute, Jean, bon, ça va très bien. C'est un tout petit peu en dessous du mouvement et toute la partie où tu l'ébobis avec tous ces adjectifs qui concernent Don Juan, qui doivent être en même temps des critiques et en même temps une certaine admiration que tu as pour ton maître, ça n'est pas assez poussé. C'est très bien dans la direction, mais c'est pas assez poussé. Mais reprends juste la fin. Un vrai Sardanapale, enfin, par là. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu meurs surpris et change de couleur à ce discours. Mais ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le coraux du ciel l'accable quelques jours, qu'il me vaudrait mieux être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreur, que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait office du zèle, bride mes sentiments, et me contraint le plus souvent d'applaudir à ce que mon âme déteste. Le voici, qui vient se promener dans ce palais. Écoute-moi. Je t'ai fait cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait que cela vînt à ses oreilles, je dirais hautement que tu en aurais menti. Plus nous avançons dans sa connaissance, plus nous nous apercevons que Molière était l'homme des contradictions. Il ne les niait pas, il ne les fuyait pas, il les assumait courageusement, et peut-être est-ce encore dans Le Misanthrope qu'elles éclatent le mieux. Il y a d'abord les contradictions d'Alceste, qui est le mensonge, la vanité, et qui est amoureux de Célimène, légère, futile, prête à tous les compromis. Mais il y a aussi celle qui oppose Alceste, l'intransigeant, à la sagesse résignée de Philinte. Qui des deux est Molière? Pour vous, Pierre Dux, qui l'avez joué, c'est évidemment Alceste. Bien sûr, dans Alceste, il y a beaucoup de contradictions. Et je dirais même que le comique du personnage ne peut apparaître que si l'acteur joue de ces contradictions. Le personnage est posé comme un homme qui hait le mensonge, qui le hait, qui le fuit et qui le pourchasse, et qui en même temps est tombé amoureux d'une femme qui ne cesse de donner dans ses habitudes de mensonge qui étaient courantes dans la société du XVIIe. Par conséquent, il est déjà en proie à la contradiction la plus évidente, la plus flagrante. Il a choisi, la femme qu'il aime, qu'il a choisie, est une femme qui donne dans tous les défauts qu'il méprise. Il est donc en proie à ces contradictions. Eh bien, au cours de la pièce, il passe par des accès
de fureur, des moments où il désire rentrer en lui-même et retrouver son calme et sa civilité naturelle, car je crois que c'est un personnage naturellement civil. Et puis, ces sautes d'humeur, ces sautes de caractère et ces contradictions qui assurent la vérité du personnage sont en même temps la joie de l'acteur. Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir, c'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme. L'espoir, ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers, doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir, je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui. Mais Phyllis, le triste avantage lorsque rien ne marche après lui. Je suis déjà charmé de ce petit morceau. Ouais, vous avez le front de trouver cela beau. Vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins avoir. Et ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. Oh, qu'en termes galants ces choses-là sont mises. Morbleu, vil complaisant, vous louez des sottises. S'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire. Belle Phyllis, on désespère, alors qu'on espère toujours. La chute en est jolie, amoureuse, admirable. La peste de ta chute, empoisonneur au diable, en eusse-tu fait une à te casser le nez. Je n'ai jamais ouï de vers si bien tourné. Morbleu. Vous me flattez, et vous croyez peut-être... Non, je ne flatte point. Que fais-tu donc, traître? Mais pour vous, vous savez quel est notre traité. Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Monsieur, cette matière est toujours délicate, et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais, en voyant des vers de sa façon, qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire, qu'il doit tenir la bride aux grands empressements qu'on a de faire éclat de tels amusements, et que, par la chaleur de montrer ses ouvrages, on s'expose à jouer de mauvais personnages. Raymond DeVos. Alceste a un mal de chien à avoir des rapports, à garder des rapports, même avec ses amis. C'est difficile. Il voudrait que les gens soient bons, et puis c'est pas possible. Alors il est toujours en lutte pour la moindre chose. Et en même temps, on sent que au fond de lui, il y a une tendresse extraordinaire pour les hommes. Et pour l'aventure humaine aussi, ça dépasse même le cadre du bonhomme. Ici, on trouve justement cette espèce de combat de Molière entre lui-même et entre ses passions. Et quand il dépeint le misanthrope, personnage débordant de passion et d'excès, il lui oppose Philinte, qui est un personnage qui fait l'apologie de, non pas du bon sens, au sens où on l'entend aujourd'hui, un petit bon sens moyen et médiocre, mais au sens du bon sens au point de vue de la mesure qui est une chose élevée, qui n'est pas une chose basse. Mais les personnages de raisonneurs dans Molière, qu'on appelle les personnages de raisonneurs, qui sont les frères ou qui sont Philinte, sont des personnages qui affirment la nécessité d'un équilibre et non pas d'un petit milieu, mais d'un équilibre, d'une mesure dans les choses, mais d'une mesure sur la hauteur, et qu'ils l'affirment avec passion.
Quand Philinte discute avec Alceste et qu'il affirme sa volonté, il l'affirme avec passion. D'ailleurs, quand on fait jouer Molière, on est toujours obligé de dire au comédien, quelque rôle qu'il le joue avec passion. Molière est avant tout un passionné. Et alors, brusquement, découvrant un Alceste amoureux, alors là, c'est tragique parce que là, on découvre brusquement l'homme lyrique, non plus nerveux, mais désarmé et profondément malheureux, comme l'était Molière avec les femmes en général, et posant le problème de l'homme vis-à-vis du sexe féminin. Alors là, c'est un autre chapitre qui est assez douloureux, mais qui grandit également les personnages de Molière, parce qu'ils souffrent. Molière aurait bien voulu être un homme heureux, qu'on n'attaque pas, qui a du succès. Il est comme tout le monde. Il n'est pas un martyr volontaire. Il aurait voulu être Philinte, être l'homme heureux, paisible. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il avait du génie et qu'il avait du malheur. Deux choses qui empêchent d'être heureux. Mais il n'était pas non plus Alceste. Alceste, il est un homme et la sincérité même. Molière cherchait la sincérité, mais en même temps, il s'en moquait. Il a fait un Alceste ridicule, par moments. Et émouvant à d'autres moments, d'ailleurs plus émouvant que ridicule, donc plus Molière que les autres personnages. Mais il est évident que Molière n'a pas pris entièrement parti pour Alceste. Il était très content quand le public se moquait d'Alceste, et le public se moquait d'Alceste. Et Molière, qui jouait le rôle, le voulait, faisait les effets comiques. Molière s'était distribué le rôle d'Alceste, il faisait rire dans ce rôle, donc il voulait qu'on rie de son personnage, et il avait distribué le rôle de Célimène à Armande. Ce qui donne une curieuse idée d'ailleurs de ces scènes de jalousie que Alceste fait à Célimène, quand on pense qu'au même moment, Armande avait comme amant le petit baron, et que les scènes de jalousie devaient se continuer le soir chez eux. Ce qu'il y a de si émouvant chez Alceste, c'est qu'après l'avoir vu aussi véhément, aussi intransigeant, de le voir faible, désarmé et infiniment amoureux d'une femme qui finalement est une grande coquette. Et alors là, j'imagine un personnage qu'on verrait sectaire, dur, en voulant au monde entier devenir comme un enfant presque, enfin un amoureux transi. Et j'imagine Alceste, après avoir été La sincère Éliante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'en ces liens, Célimène l'amuse. De qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. D'où vient que, leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle. Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas? Ou les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve, et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir, comme elle est condamnée. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible. Elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte. Et sans doute ma flamme de ses vices du temps pourra purger son âme. Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez être donc aimé d'elle? Oui, parbleu, je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Mais si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui? C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui. Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire. Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, la cousine Éliante aurait tous mes soupirs. Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère. Et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai, ma raison me le dit chaque jour. Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Ayant adopté le point de vue d'Alceste une fois pour toutes, je considère dans mes moments de sang-froid que j'ai bien tort d'être amoureux de Célimène. Alors, en tant qu'amoureux, je me méprise profondément. Mais à d'autres moments, je suis pris par son charme et je cesse d'y penser. Le charme de Célimène, Geneviève Brunet le possède de toute évidence.
Mais peut-être est-elle encore plus Célimène qu'on ne pouvait l'imaginer. Quand j'ai lu cette pièce, j'ai pensé à Célimène, mais je me suis tout de suite vue dans Célimène, tout de suite, dès que j'ai lu Vous cette êtes pièce. reconnue dans Célimène ou vous vous êtes vue comme comédienne dans Célimène? Je ne sais pas si je me suis reconnue comme Célimène parce que j'étais jeune encore quand je l'ai lu, j'avais je crois 14 ans. Mais enfin, je me suis vue, je me suis souhaitée un peu comme Célimène. Ça ne m'a pas du tout, je ne l'ai pas du tout trouvé condamnable. Je trouvais que, ma foi, c'était peut-être un personnage qu'on pouvait se tracer. Je le reconnais, je sais qu'en principe on l'accuse, mais moi j'ai trouvé que sa vie était assez souhaitable. Être aimé, adulé. Être aimé par un type qu'on respecte. Par un type et par tous les autres, elle n'est pas aimée par un seul homme. Elle est aimée par 3 hommes dans la pièce. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez exaltant pour une femme, non? Oui, et Alceste alors, qu'est-ce qu'il devient là-dedans? Vous aviez de la sympathie pour Alceste? Bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir de prime abord de sympathie pour Alceste. D'abord, même en tant que femme, parce que c'est celui, je crois, qui aime le plus Célimène. Et quand même, quand on est une femme, on aime peut-être un peu plus que les autres celui qui vous aime le plus. En principe, enfin moi. Et je crois qu'étant aimée plus d'Alceste, elle préfère, peut-être même la raison pour laquelle elle préfère. Moi, en tant que Célimène, je préférerais Alceste parce qu'il m'aime plus que les autres, d'une façon plus définitive, parce que son caractère est plus entier. Et puis aussi parce qu'il a une personnalité plus forte que les autres. Mais cette personnalité ne vous paraissait pas assez forte pour vous retenir? Non. En tout cas, moi, peut-être si j'avais été Célimène, j'aurais été comme elle, très ennuyée à la fin de la pièce. Parce que j'aurais eu sûrement, comme elle l'a, je crois, gros cœur de le voir partir. Je sens bien que je laisse échapper quelqu'un, mais telle qu'elle est, dans la situation où elle est, comme elle, je crois qu'elle n'est pas encore prête à se fixer. Enfin, pas définitivement, elle ne peut pas. Je crois que ça lui arrivera. Mais... Cette position me paraît un égoïsme parfait. Mais... Vous ne posez absolument pas le problème d'Alceste alors qu'il pose, lui, celui de Célimène. Il pose celui de Célimène avec un égoïsme parfait. Car si il veut bien aimer Célimène, ce qui est tout son plaisir et toute sa vie, et tout son égoïsme, il n'envisage pas une seconde de vivre pour elle. Il veut absolument qu'elle vive pour lui, qu'elle le suive, qu'elle abolisse tout pour lui. Mais lui, il ne pense pas une seconde, à abolir quoi que ce soit pour elle. Vous ne pensez pas qu'Alceste a une vision de Célimène comme d'un être encore imparfait, mais qu'il désire aider à se former, d'abord parce qu'il est plus vieux qu'elle? Oui, mais c'est encore de l'égoïsme. Ce qui ne serait pas de l'égoïsme, ce serait de l'aimer telle qu'elle est. Mais d'en faire un être pour lui, à sa convenance à lui, c'est de l'égoïsme. Enfin, il la laisse libre. Il la laisse libre? Non, il la laisse libre de le suivre dans un désert, la liberté. Il lui offre. Il lui offre, il lui propose, bien sûr, il la laisse libre. Et je pense que Célimène a fait souffrir Alceste plus qu'Alceste Célimène. Oui, bien sûr, puisque lui est amoureux d'elle et qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de lui. Oui, fatalement. Elle a plus de prise sur lui que lui n'en a sur elle. Oui, et cette souffrance que vous donnez à Alceste, oui. Ne vous paraît pas tout de même un peu condamnable? Mais je ne crois pas que ce soit volontaire. Je crois, honnêtement, que si j'étais dans la situation de Célimène, je dois l'avouer, il y a un certain plaisir à voir et à provoquer cette souffrance. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, je ne crois pas qu'elle va jusqu'à la provoquer volontairement. Mais je crois peut-être que si elle est coquette, c'est aussi en partie pour provoquer ce genre de choses, parce que c'est agréable, c'est sa manière d'être aimée d'Alceste, ce sont les scènes, c'est la jalousie, elle en a besoin. Enfin, ça s'appelle d'un mot très clair, c'est du sadisme. Oh, bah c'est un peu du sadisme. Et ces côtés-là ne vous effraient pas dans Célimène? Pas du tout. Pas du tout, mais je crois que... Vous croyez pas qu'il y a toujours un petit peu de sadisme dans les gens? Dans la coquetterie, oui. Peut-être. Je ne sais pas si c'est vraiment de la coquetterie, je ne sais pas si c'est vraiment le plaisir de faire souffrir qu'il y a à ce moment-là. C'est le plaisir d'être aimé, ça n'est pas la même chose. C'est peut-être encore de l'égoïsme, c'est pas vraiment du sadisme. C'est parce que chaque fois, c'est la preuve, une fois de plus, qu'elle est indispensable à quelqu'un. Mais c'est le plaisir aussi de ne rien lâcher. Comment de ne rien lâcher? Ne lâcher aucune des possibilités de bonheur qui s'offrent à elle. Pour l'instant, dans la situation où elle n'est pas amoureuse de cet homme. Elle n'est pas encore amoureuse de lui. Moi, si je jouais Célimène, si j'étais Célimène, je crois que si elle réagit, si elle était amoureuse de lui finalement, elle partirait avec lui à la fin. Ça prouve qu'elle n'est pas encore amoureuse. C'est qui prouve que vous n'êtes pas tout à fait Célimène. Mais je ne sais pas si Célimène elle-même est comme ça. Elle est comme ça dans l'instant où on nous la montre. Elle est comme ça à 20 ans. Rien ne dit qu'à 26 ans,
ou à 24 ans, elle ne tombera pas amoureuse d'un homme qui sera peut-être bien moins bien qu'Alceste, et que celui-là, elle le suivra. Est-ce que vous vous êtes trouvé dans la vie par rapport à un homme dans une situation un peu assimilable à celle de Célimène et d'Alceste? Oui, je crois que toute femme se trouvait dans la vie dans une situation comme celle de Célimène, ce qui fait d'ailleurs que ce rôle est si vrai, si humain. Oui, je me suis trouvée dans cette situation. Et vous avez réagi comme... mais je vous dis qu'un homme... Vous ne répondez pas. Pour moi, un homme... Non, mais si, un homme du caractère d'Alceste vous incite à la coquetterie. C'est vrai. Je crois que cette espèce d'exigence qu'il a, ces scènes de jalousie font qu'on a envie de les provoquer de nouveau et vous inciterait à faire du charme à quelqu'un d'autre. Sa capacité de souffrance est un appel à le faire souffrir. Oui, je crois. Et puis, oui, sûrement, je crois. C'est sa façon d'aimer à lui. Par conséquent, c'est la preuve qu'il apporte de son amour. En d'autres termes, pour vous, Célimène est une petite fille qui sort de l'aventure pure et blanche sans se reprocher quoi que ce soit. Non, je crois pas qu'elle ait tellement de choses à se reprocher. Si on peut lui reprocher une chose, c'est de ne pas être amoureuse. Mais, mon Dieu, elle se laisse à dire... On ne peut pas le lui reprocher. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir... Oui, il serait plus noble, il serait plus selon les... Mais est-ce que vous croyez... On peut lui reprocher d'être une femme, c'est surtout ça qu'on peut lui reprocher, mais vraiment... ce serait peut-être en effet plus loyal de dire non à chacun. Évidemment, elle ne leur dit pas non, elle ne les renvoie pas. Mais enfin, elle leur donne pas non plus beaucoup de preuves. Et si eux restent, ils savent très bien quelle personne ils ont affaire. Même Alceste, il le sait, il le dit au début. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'elle trompe tellement sur la marchandise. On sait très bien qui on a affaire. Il reste là et elle enchaîne par autre chose que par ça. En somme, si Geneviève Brunet, c'est Célimène, et si Célimène, c'est Armande, on peut dire que Molière avait à qui parler. Alors, Geneviève? Armande, on la retrouve à des âges différents dans les pièces successives de Molière. On retrouve l'Armande de 16 ans, celle qu'il convoitait, qu'il n'avait pas encore épousée. On la trouve dans l'école des femmes. On trouve l'Armande de 20 ans, 22, 23 ans, dans Célimène du Misanthrope. Et quelques 10 ans après, on la retrouve dans la Béline du Malade imaginaire, qui est une femme dont il se moque, à laquelle il est encore attaché, mais une femme vieillissant. En somme, l'héroïne permanente de Molière, c'est Armande, sa femme, celle qu'il a toujours aimée, celle qui a bouleversé sa vie, et qui a continué à être tous les personnages successifs de son théâtre, avec des caractères et des âges différents. Bon, alors, l'avare. L'avare, ça fait partie. Vous venez de me pousser très loin. Je vais faire machine arrière. Il y a des pièces dans Molière, celles qu'il a écrites pour le roi, pour ses divertissements, dans lesquelles Armande n'intervient pas. Il y a aussi un certain nombre de pièces dans lesquelles Armande n'intervient qu'incidemment. Eh bien, l'avare, qui est un personnage qu'il a pris parce que c'est un personnage comique, qu'il avait probablement noté comme pouvant faire une pièce drôle, permettant de gagner sa vie, leur vie aux comédiens, etc. L'avare est une pièce où Armande n'intervient pas directement. Et pourtant, il y a une scène dans l'avare où Molière semble parler à Armande. C'est la scène où Harpagon parle à sa cassette. Une scène, un monologue où Harpagon parle de sa cassette avec volupté, avec délice, avec une espèce de besoin de possession, de tendresse qu'il suffirait de changer dans ce monologue quelques mots, de mettre Armande à la place de ma cassette pour trouver une très belle scène d'amour. En effet, Dulin l'a joué comme une scène d'amour. Vous vous en souvenez, Marcel Marceau? Je me rappelle Harpagon, Dulin, prenant la cassette et disant « Et moi, revoir ma chère Cassette ». Il prenait la cassette comme si cette cassette était une femme ou un enfant, et avec un grand amour, il la berçait, et dans un geste de mime, il montait les escaliers, ou je ne sais même plus s'il montait les escaliers, mais mon imagination me fait penser qu'il montait les escaliers, avec cette démarche envoûtante qui lui était particulière, et je me rappelle cette scène merveilleuse où il restait incliné, avec cette main, il y avait une très belle main d'ailleurs, qui descendait, qui caressait amoureusement le couvercle de la cassette. Il est certain que sans Armande, il n'y aurait pas eu de Molière. Ou du moins, il y aurait eu un Molière tout à fait différent. Or, Armande, c'est la clé. Armande, c'est l'explication.
l'explication des lignes de force, pas l'explication totale, car Molière est un observateur, Molière est un amuseur, Molière ajoute des quantités de province à la province armande. Oui, vous qui êtes auteur, parce que j'en reviens toujours là, comment vous expliquez-vous, dans ces conditions, tout de même, le choix de certains sujets qui ont l'air d'être totalement indépendants de cette histoire intérieure, de sa vie intime? Eh bien, il faut tout de même se dire que lorsqu'on essaye d'expliquer un homme par un motif permanent, une espèce de leitmotiv musical qui ne cesse de hanter son inconscient, on fait une opération dont l'homme n'a pas conscience. Il est certain que Molière ne s'est pas dit « je vais maintenant écrire des pièces conditionnées par Armande, je vais parler d'Armande toute ma vie et toute ma vie sera dirigée par les conséquences d'Armande ». Il ne savait pas. Ce que nous voyons, lui le voyait mal. Il le voyait un peu car il était prodigieusement lucide. Mais il ne le voyait pas aussi simplement que nous le voyons en simplifiant forcément les choses. Mais lorsqu'il choisissait un sujet, il ne le choisissait pas en fonction d'Armande. Il n'a pas dit « je vais faire le Tartuffe parce que je ferai une scène de déclaration qui ressemblera à mon amour, qui entraînera mon amour à se déclarer ». Non, mais chaque fois qu'il faisait un portrait extérieur pour plaire, car le but de Molière, n'exagérons rien, c'était pas de réformer le XVIIe siècle, c'était pas de changer la nature du roi et de la noblesse, c'était d'amuser les gens, de gagner sa vie et de faire vivre ses comédiens. Quand il écrivait une pièce, il choisissait un personnage comique autour de lui, qu'on lui présentait comme comique ou qu'il voyait pouvant faire un sujet comique, et il faisait le tableau. Il se mettait devant son chevalet et il écrivait sa pièce comme un peintre peint un portrait. Et puis peu à peu, il rentrait dans le portrait parce que c'était plus fort que lui, parce qu'il en avait gros le cœur, parce qu'il souffrait, parce qu'il était sympathisant à tout, et il devenait le personnage dont il se moquait. C'est cette pénétration des personnages ridicules par un personnage sensible qui fait la grandeur de cette œuvre. Il n'a jamais voulu se peindre dans ses pièces, mais c'est malgré lui qu'il s'est peint sans cesse. Il n'a jamais voulu traiter sans cesse le personnage d'Armande. Je crois que ça l'aurait beaucoup vexé s'il nous entendait maintenant d'avance et parlant d'Armande sur ce ton-là, il aurait été scandalisé. Mais la vérité, c'est que chaque fois Armande, qui hantait sa vie, qu'il a peu à peu absorbé moralement, qu'il a fini par le tuer, ce personnage d'Armand le hantait et il glissait son amour pour Armande et ses souffrances à cause de cet amour, les souffrances des attaques qu'il subissait à cause de cet amour. Tout cela a fait que Molière, un jour, dans chaque pièce, se sentait, s'exprimait n'importe comment à travers n'importe quel personnage. Molière était un passionné. Il était peut-être attiré par ces femmes, par cette femme qui était frivole, c'est-à-dire le contraire de lui. Et je crois qu'il en a d'autant plus souffert et qu'il était d'autant plus attiré et que sa jalousie devait aiguiser sa passion. Mais je crois que c'est uniquement un problème humain. Je crois que c'est un problème, je ne veux pas du tout, je parle d'une façon générale, mais je crois que tous les hommes de 50 ans ou plus qui n'ont pas encore perdu leur vitalité ou leur jeunesse sont forcément sensibles aux problèmes de Molière, aux problèmes d'Arnolphe. Ils touchent forcément les hommes d'un certain âge. Est-ce qu'il te touchait il y a 20 ans? Mais forcément beaucoup moins que maintenant. Ah, tu l'as découvert. Donc, forcément, on découvre Molière malheureux et amoureux à 50 ans, forcément. On découvre Molière jeune, débordant, vivant, aimant la vie, inventeur de gags. Et à 20 ans ou 30 ans, on découvre le Molière douloureux à 50 ans, mais ça, c'est un problème éternel. C'est dans ces rôles douloureux que tu le retrouves. C'est un peu indiscret ce que tu demandes, oui. Je veux dire qu'on le trouve dans tout. Mais évidemment, on le trouve davantage quand on joue Alceste ou quand on joue Arnolphe. Oui. Ça va de soi. Oui. C'est-à-dire que le Molière que tu aimes, c'est plus le Molière mélancolique et qui souffre. C'est le Molière souffrant que tu aimes. Non, je ne peux pas dire ça. Comme on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un parce qu'il est comme ça. On aime quelqu'un en bloc.
Oui. J'aime le Molière du bourgeois gentilhomme avec cette espèce de délire extraordinaire d'invention de jeu et d'invention verbale, de naïveté, de découverte d'un texte extraordinaire. Imaginons le bourgeois gentilhomme qui ne sait rien et qui veut apprendre la littérature française en 3/4 d'heure, et la prose, les vers, et qui veut être instruit en une soirée. Et j'aime ce Molière-là, mais évidemment, quand je sens la souffrance de Molière à travers le Misanthrope, et on le sent terriblement, n'est-ce pas? On sent l'espèce de côté saignant qu'il y a dans le Misanthrope, et le côté presque encore plus terrible d'Arnolphe, quand on sent... là, on découvre Molière à l'âge un peu mûr, et on découvre la souffrance de Molière, mais en effet, on la sent, on la touche lorsqu'on joue, qu'on met en scène l'école des femmes. Il écrivait son journal intime en écrivant ses pièces, mais comme il avait du génie, il ajoutait à ce journal intime un monde entier de personnages qui n'étaient pas lui-même. Il avait le don de s'exprimer tout en exprimant les autres. Et c'est ça le génie. Et oui, ce mélange de soi et des autres est quelque chose qui ne s'explique pas. Alors ça, personne n'expliquera le génie de Molière, on ne peut qu'expliquer les raisons pour lesquelles il a écrit ses pièces. Est-ce que votre expérience personnelle d'auteur dramatique vous permet de mieux comprendre ce jeu, précisément, de l'auteur, avec sa propre vie et ses personnages? Tous les hommes de théâtre sont pareils. Qu'ils soient acteurs, auteurs, metteurs en scène, nous sommes tous des êtres doubles. Nous passons tous, en écrivant, en jouant ou en dirigeant des acteurs, de l'état de... portrait à l'état de peintre, de l'état d'objet à l'état de dirigeant. Nous sommes tantôt le personnage et tantôt celui qui dirige le personnage qu'il invente. Ce passage rapide de la conscience à l'inconscience, cette dualité, c'est le métier de théâtre. C'est pourquoi le métier de théâtre est absolument différent de tous les autres métiers littéraires ou artistiques. Un romancier ne connaît ça un peu peut-être, mais il le connaît beaucoup moins qu'un auteur dramatique qui est obligé de cerner dans un dialogue les personnages qu'il représente. En somme, c'est un dialogue intérieur qui s'exprime à l'aide de différents personnages. Ou c'est plus compliqué que ça? Cette dualité qu'il y a chez Molière, ce dialogue intérieur qui alterne avec le dialogue extérieur, est poussé chez Molière extrêmement loin parce que sa vie intérieure était douloureuse. C'est parce que sa vie intérieure lui faisait mal qu'il avait besoin de se glisser dans les personnages qu'il représentait. Il y a un phénomène curieux chez Molière, c'est que chaque fois qu'il commence une pièce en peignant quelqu'un qui lui est étranger. Arnolphe est un grotesque, ce n'est pas Molière au départ. Tartuffe est un hypocrite, ce n'est pas Molière au départ. Le Misanthrope est un bourru, ce n'est pas entièrement Molière au départ. Don Juan n'est pas Molière. Et puis brusquement, en cours de route, en général à partir du 2e ou 3e acte, vers le milieu de la pièce, ce personnage se met à avoir des accents déchirants, ce personnage nous parle une langue qui nous touche, qui nous émeut, ce personnage n'est plus un objet dont Molière se moque, une tête de turc sur laquelle il lance ses balles, ce personnage devient Molière lui-même. Et peu à peu, nous oublions ces ridicules pour épouser ses souffrances. Ce pouvoir d'identification, c'est tout Molière. Et ce pouvoir d'identification, il l'a eu parce qu'il souffrait, parce que cette souffrance lui donnait une sympathie, une humanité qui lui permettait de sortir de lui-même et de rentrer chez les autres, même si les autres étaient ses ennemis. Mais il s'identifiait malgré tout de préférence à certains types d'hommes. Il était passionné, il était sensuel. Cela se retrouve dans le choix de ses personnages. Je crois que Molière était très sensuel et adorait les femmes. Ça se sent tout le temps. Je prends par exemple l'exemple du médecin malgré lui. Moi, je l'ai joué aussi. La façon dont le médecin malgré lui bondit sur la nourrice et la façon dont il s'exprime sur les tétons des nourrices et dont il revient 10 fois de suite pour dire « mais pardon, je veux tâter le téton des nourrices », on sent chez Molière une sensualité saine, vigoureuse et rabelaisienne. On sent ça chez Molière. Bon, Molière certainement aimait énormément les femmes. Mais tu me poses aussi une question, tu me parles de la question du chef de troupe. Eh bien, en effet,
Un homme sensuel, un homme sensible et un homme qui a fait travailler des comédiens et des comédiennes, c'est un problème. Oui, ça me gêne un peu de dire ça, mais enfin, les hommes, on peut obtenir, il y a des choses qu'on obtient des femmes que si on a une intimité avec elles sur la scène. Ouais. C'est ce qui a fait dire à certains metteurs en scène que le metteur en scène devait toujours avoir été l'amant de ses comédiennes. Eh bien, je comprends ça, je comprends ça, oui. Je comprends ça. J'imagine que dans le cas de Molière, un être passionné qui aimait les femmes, sa sensualité et son travail le rendaient particulièrement sensible et vulnérable à la femme. Ouais. Et ça se sent. Je donne l'exemple du médecin malgré lui, pièce débordante où le médecin malgré lui n'est pas forcément lui. Je donne l'exemple, je l'ai déjà donné, d'Arnolphe, quand Arnolphe tombe aux genoux d'Agnès, et pourvu qu'elle lui accorde quelques faveurs, est prête à tout lui accorder. C'est l'état de passion sensuelle dans son excès le plus violent de l'homme de 45 ou 50 ans. Oui. En plus de ça, il y a Tartuffe. La façon dont Tartuffe s'approche d'Elmire et dont il la caresse et dont il la regarde et dont il lui parle, on sent la sensualité, l'amour pour les femmes de Molière. Les contemporains parlent aussi de l'étrange affection qui unissait Molière au jeune comédien Baron. Armande en était jalouse. Un jour, elle a giflé Baron, il a fallu s'en séparer. Le petit Baron, enfin les anecdotes qu'on raconte sur lui, son départ, la jalousie d'Armande, son retour et la façon dont Molière est allé l'attendre à la porte de Montrouge ou d'Orléans, alors qu'il revenait, qu'il avait appris qu'il revenait, montre que Molière avait pour le petit Baron une espèce de profonde affection, de tendresse. Ça ne veut pas dire qu'il y avait quelque chose de trouble, j'en sais rien, d'ailleurs ça ne me regarde pas, mais en tout cas ça veut sûrement dire que Molière, auteur, acteur, créateur, avait pour les êtres qui travaillaient avec lui et qui étaient son instrument une exigence et une tendresse, une affection débordante qui était aussi bien pour les hommes que pour les femmes, quoique d'une façon différente. Avec de temps en temps des moments de haine qui devaient le rendre insupportable. Mais naturellement. Il était sûrement insupportable avec ses comédiens. Mais c'est forcé, ça. Il était tellement exigeant. Il avait peu de temps. Il était tout le temps acculé à des nécessités. Il était devant... c'est très rare qu'il ait connu un grand succès qui l'ait vraiment apaisé. Il était tout le temps inquiet de savoir s'il continuerait à avoir les faveurs du roi, et son instrument de vie, son instrument d'expression, l'instrument avec lequel il pourrait vivre et faire vivre les gens autour desquels il était, c'était les comédiens. Alors il était très exigeant pour eux, et sûrement très dur par moments, parce que les comédiens sont des êtres humains, ils ne veulent pas se laisser trop forger, ils se rebiffent, ils ont leur vanité et leurs besoins aussi. Il y a toujours un conflit, malgré tout, entre un metteur en scène et des comédiens. Alors, d'autant plus avec un créateur, auteur, comédien. Est-ce que ça suffit à t'expliquer cette espèce de débordement de haine qu'il y a eu parfois de la part d'anciens comédiens à l'égard de Molière? Enfin, tu connais toutes les histoires de pamphlets, de pièces montées, écrites et montées contre lui, etc. Ah, mais forcément. Personne n'a été plus haï que Molière. Mais non, mais bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Quand on a la passion, la dureté, parce qu'il devait être dur, et puis quand il attaquait quelqu'un, il l'attaquait vertement. Quand il attaque les marquis, les médecins, les philosophes, les acteurs de l'hôtel de Bourgogne, il les attaque très très violemment. Il les attaque avec passion, il n'est pas tendre. Il est dur, il est violent, et c'est bien. Eh bien, forcément, ces gens-là le haïssaient.
Il avait la haine des médiocres, parce que c'était un être qui avait un côté passionné, fulgurant, exigeant, tendre et dur. Et il avait forcément des ennemis, ça c'est tout à fait normal, ça. Et en même temps, il aurait été attaché au point que, au moment de mourir, il voulait continuer à travailler pour eux, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, et puis il faut admettre cette chose mais extraordinaire et qui n'est plus comme ça. Il y a vraiment peu de troupes qui peuvent être comme ça. C'est pas de la faute des chefs de troupes, ce sont les circonstances qui veulent ça. Mais enfin, il y a un certain nombre de ces acteurs qui étaient avec lui depuis 15 ans ou 20 ans et qui étaient restés avec lui. Alors il était attaché à ça. C'était un homme, c'était vraiment un homme de métier. Il avait la passion qu'ont les amateurs. Et en même temps, c'était vraiment un homme de métier. Il ne pouvait pas penser, il ne pouvait pas abandonner sa vie. La façon dont il écrivait pour le théâtre, c'est le génie du texte et du verbe de Molière. C'était écrit pour des comédiens, pour des bouches de comédiens, pour un instrument de théâtre. Je ne crois pas que Molière de nos jours serait un homme de livres et de bibliothèques. Je ne crois pas. Je crois que ce qu'il y a de beau dans le théâtre de Molière, c'est que chacun y trouve sa subsistance. L'être cultivé, qui veut bien retourner à un état premier, car cet état premier nous unit tous, le plus grand savant, le plus grand artiste, l'homme le plus instruit, a des points de contact avec l'être le plus simple. Que ce soit la mort, que ce soit le chagrin, et que ce soit même le côté digestif, la qualité d'une viande, la qualité d'un vin, ce n'est pas en raison d'une culture qu'on n'a plus de point de contact avec l'être le plus simple. Je crois qu'il y avait beaucoup plus de contact au XVIIe siècle entre le peuple et ce qu'on appelait une certaine bourgeoisie ou même une certaine aristocratie que de nos jours, car ces gens avaient besoin les uns des autres. Ils avaient une vie en commun. Par exemple, je prends une soubrette de Molière, je prends par exemple Dorine dans Tartuffe. Eh bien, ce personnage avait élevé les enfants. Elle vivait dans l'intimité des gosses. La famille était une cellule qui existait, qui était un tout. On entrait pendant des années dans une famille. On les suivait après dans leur mariage. Il n'y avait pas cette espèce de côté bécassine qu'on a fait du valet et de nos jours du maître d'hôtel qu'on passait, qui dit simplement « Madame est servie » ou qui a un rôle, pour ainsi dire, inexistant. Je crois qu'au contraire, il y avait beaucoup plus de contact entre les gens de la terre. D'ailleurs, toute l'aristocratie de l'époque était essentiellement une aristocratie paysanne. Et Molière, qui a été formé entièrement sous le règne de Louis XIII, ses études ont été faites sous le siècle de Louis XIII, au contraire. Il a été le premier à se gendarmer contre ces catégories de sociétés qu'on essayait petit à petit de créer au début du règne de Louis XIV. Il n'y a qu'à voir dans le Misanthrope, il parle tout le temps de la cour et la ville. Qu'est-ce qu'était la ville à l'origine du temps de Molière? C'était simplement un marché où la campagne venait se grouper. Les villes n'étaient pas ces espèces de champignons monstrueux et anonymes qu'ils sont devenus de nos jours. Il y avait beaucoup plus de contact entre les êtres. Eh bien, je sens tout ça, je le dis peut-être d'une façon un peu désordonnée. Que voulez-vous, devant un homme comme Molière, on ne peut qu'aimer, il y a une espèce de contact qui se fait entre le comédien et même entre l'homme. C'est un homme juste. Et il a la passion du vrai. Et je crois que c'est une des marques de sa grandeur. Je sais pour toute ma science du faux d'avec le vrai faire la différence. Et il recherchait le vrai, c'est-à-dire la vérité avec passion. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tant haï. Je crois que c'est surtout pour ça qu'on l'a tant haï. Parce qu'il aimait la vérité avec passion, et il combattait le mensonge avec passion. Une passion réelle, mais une passion contenue, mesurée en quelque sorte. Regardez ces portraits. C'est la tristesse surtout qu'on y voit. Fernand Ledoux? Eh bien, ce que je vois dans les portraits de Molière, enfin dans les portraits que nous connaissons, c'est une immense tendresse et une immense bonté pour l'homme. Je vois un être simple, plein de bon sens, non pas ce qu'on appelle le sens commun, mais le bon sens qui voit juste et qui se penche sur l'homme dans sa pauvreté, mais qui lui ouvre aussi des fenêtres, si je puis dire, sur son âme
Voilà ce que je vois de Molière. Je vois ça dans ses yeux. Une immense tendresse pour l'homme, malgré tous les défauts de l'homme. Et cette tendresse, vous avez l'impression qu'elle va plus particulièrement à tel ou tel groupe de personnages, ou bien qu'elle va à l'homme tout entier? Elle va à l'homme tout entier. Il y a toujours chez Molière une sorte de tristesse dans l'œil, et dans la bouche, il y a brusquement une petite moue comique. Et il voit ce pauvre pantin que nous sommes, brusquement, il a beaucoup de tendresse pour lui. Et au moment où il va pleurer sur lui, il y a une sorte de pirouette, et il nous le montre dans son aspect parfois un peu grotesque, un peu ridicule, mais avec une infinie bonté. Je crois que dans tous les personnages de Molière, chacun peut se reconnaître plus ou moins, même dans les êtres qui dépassent la mesure. Voilà ce que je sens dans Molière. Je sens d'abord un homme qui sent la vie profondément, dans sa simplicité, dans son quotidien. Dans la vie quotidienne, on le voit contemplateur, on le voit qui regardait, on le voit chez le coiffeur écoutant les conversations, on le voit s'arrêter dans la rue devant des enfants, on le voit goûter de bonnes choses avec ses amis. Molière est essentiellement pour moi un homme de la terre, qui est issu du peuple et qui, malgré son contact permanent avec la cour et la ville, reste un homme du peuple. C'est-à-dire que malgré son éducation, malgré sa culture, il ne se gonfle jamais. Au contraire, il y a tous les êtres qui ont une sorte de fierté de leur savoir ou de leur connaissance qu'ils ont puisé ou dans les livres ou dans l'instruction. Il dit, vous avez des points de contact avec l'être le plus modeste et l'être le plus simple. Et il y a dans tout son théâtre, à côté de l'homme de condition, ou à côté de l'homme de la grande bourgeoisie, soit l'homme qui a une fortune personnelle, cette fortune lui permet peut-être de s'élever, d'avoir un rang supérieur, il y a toujours à côté de lui, dans son contact permanent, un valet, une soubrette, qui ramène toujours le conflit à des conceptions justes et des conceptions de la terre. Il y a dans Molière un côté matière, peut-être, je puis dire, mais qui n'exclut pas du tout le sentiment de tendresse dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a toujours à côté de lui ce côté direct le plus simple qui unit l'homme le plus élevé à l'homme le plus simple. Il y a même du digestif dans Molière. Et j'ai toujours été frappé de la façon dont Molière, dans pas mal de ses pièces, part du fromage. Dans Le médecin malgré lui, il y a le paysan qui amène un fromage. Dans Le dépit amoureux, j'oubliais d'avant-hier ce morceau de fromage. On parle souvent du fromage. Et je sais par exemple que Molière, avant de mourir, peu de temps avant de mourir, a demandé un morceau de fromage de parmesan. Pour moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça assez bouleversant. Au moment de mourir, il écrit une pièce qu'il intitule par dérision « Le malade imaginaire ». Il est le seul à savoir combien il est atteint. Il éprouve plus cruellement que jamais sa solitude. Il ne peut se retenir de créer, avec le personnage de Béline, cette femme trompeuse qui n'attend même pas la mort de son mari pour accaparer son argent, une sorte de caricature de sa propre femme. Il avait peur de la mort et il avait peur d'être trompé. Il s'est donc moqué des cocus et moqué des médecins, en essayant d'exorciser l'adultère par ses pièces sur les cocus et d'exorciser la mort par ses pièces sur les médecins. Les acteurs, comme les auteurs d'ailleurs, exorcisent ce qui leur fait mal en le projetant au dehors d'eux, en le jouant. Si je joue mon malheur, je ne suis plus malheureux. Si je joue mon cocuage, je ne suis plus cocu. Tout ce qu'on joue vous sort de la vide, rentre dans une espèce de peinture extérieure, ne vous fait plus mal au cœur. Molière a-t-il donc, selon vous, voulu exorciser le destin en contrefaisant le mort? Je ne crois pas qu'il s'est dit. Il s'est mis à sa table en disant « Bien, ce soir, je vais exorciser la mort en écrivant Le malade imaginaire ». Ça ne s'est pas passé, évidemment, d'une façon aussi simple, mais obscurément, chaque fois que l'inquiétude de la maladie, c'est-à-dire de la mort qui est derrière la maladie, le hantait, il se moquait des médecins et pensait qu'en se moquant des médecins, en se moquant aussi des malades, il éloignait le danger, il l'extériorisait. Il est curieux que Molière ait écrit la grande pièce sur le mariage l'année de son mariage, et qu'il a écrit Le malade imaginaire l'année de sa mort. Ceux qui disent que la vie de Molière n'a aucun rapport avec son œuvre, il suffit de citer ces deux pièces pour prouver le contraire. Molière était très malade, malade moralement,
à cause d'Armande, qui le faisait souffrir dans sa jalousie, à cause peut-être des attaques sur la naissance d'Armande, à cause de l'interdiction de Tartuffe. Il avait déserté la maison conjugale, où trop de libertins et trop de grands seigneurs évoluaient autour d'Armande. Pour ne pas souffrir, pour arriver à écrire, il avait loué cette petite maison d'Auteuil où il vivait loin d'elle, où il était au régime, buvant vivant d'un peu de pain trempé dans du lait vers la fin, recevant ses amis et écrivant ses pièces le soir, les soirs où il ne jouait pas, pauvre, pas pauvre, mais pauvre moralement, misérable moralement, toussant, ayant sans doute des visites d'Armande qui, comme toutes les femmes heureuses et fêtées, devaient lui dire « Mais ce n'est rien, tu n'es pas malade, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu nous enterreras tous. Et tu es un malade imaginaire. » Je suis persuadé que ce mot de malade imaginaire, c'est Armande qui le lui a lancé à la figure pour rire, elle, inconsciente. Et le malade imaginaire, c'est Molière lucide, approchant de la mort en essayant de la narguer, mais c'est aussi une scène qui est assez émouvante, c'est Molière très malade, Molière à qui on dit « N'allez pas jouer, vous êtes trop malade, vous ne tiendrez pas le coup ». Et Molière répondant « Non, il y a entre mes comédiens et mes ouvriers, ça fait 40 personnes qui ont besoin de manger. Les acteurs étaient payés au pourcentage dans sa troupe. Je ne peux pas leur faire ça, il faut qu'ils aient leur salaire. » Et tout malade, tout toussant, il va au théâtre, il se maquille, il rentre en scène et il meurt. Ce dernier geste, c'est un geste héroïque, c'est tout Molière. Le Molière qu'il a voulu être contre vent et marée. Car Molière a certainement écrit les chefs-d'œuvre les plus représentatifs de notre langue, mais il y a un chef-d'œuvre supplémentaire qu'on oublie, c'est la vie de Molière, cette vie malheureuse, maladroite, ratée, mais qui est elle aussi un chef-d'œuvre, puisque Molière s'est transformé lui-même et qu'il s'est créé par un effort de volonté. Je voudrais aussi ajouter que une des choses aussi bouleversantes dans la vie de Molière, c'est sa mort, et c'est aussi la façon dont il a été emmené de nuit dans une fosse commune. Je trouve ça merveilleux, au fond, cette espèce d'anonymat, ce silence, ce manque total d'apparat et de bluff, qui fait qu'on ne sait pas où il est, on ne sait pas où est sa tombe, et il a été emmené dans une fosse commune de nuit, lui qui avait souffert toute sa vie et qui avait lutté qui est un des plus grands créateurs français, et qui a lutté contre le mensonge, l'hypocrisie, et qui a créé tant de vie et tant de personnages, a été enterré dans une fosse commune la nuit. Je trouve que ça complète, ça achève son œuvre, et ça contribue à le rendre plus vivant et plus grand.